La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour à tous, le sujet qu'on vous amène aujourd'hui est brûlant d'actualité puisque, même si nous l'avions enregistré il y a déjà 2 mois de cela, nous sommes aujourd'hui au moment un peu du MeToo de la restauration où les témoignages, malheureusement et heureusement en même temps, pleuvent sur les violences et dérives sexistes qui peuvent avoir lieu en laboratoire de pâtisserie et de cuisine. Et Serena, il y a déjà quelques mois, puisque c'était au tout début du podcast, Serena nous a contactés d'elle-même pour partager son ressenti et les violences qu'elle a eu à subir, le harcèlement au travail, et ce qui l'a poussée à devenir indépendante en pâtisserie. Ensuite, on a attendu avant de poster cet épisode puisque nous voulions le compléter avec un point de vue surplombant. Et c'est pour ça que nous sommes allés contacter Estherelle Payani, chroniqueuse culinaire, afin qu'elle nous donne un petit peu son avis et sa connaissance du milieu, en sachant qu'elle s'est beaucoup intéressée à la représentativité et l'invisibilisation des femmes dans ce milieu. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, c'est Serena qui nous a contactés d'elle-même. Et son témoignage vraiment nous a beaucoup parlé, étant donné que c'était vraiment un sujet dont nous voulions parler. On vous invite d'ailleurs, si vous avez des sujets qui peuvent vous parler et qui peuvent un peu nous toucher sur la pâtisserie, n'hésitez pas à nous contacter, on sera toujours à l'écoute. Sinon, si cet épisode vous plaît, déjà, on vous invite à le relayer, évidemment, c'est un sujet vraiment très important, et vous pouvez évidemment vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Voilà, sur ce, on vous laisse avec l'entretien. Bonne écoute! On se retrouve aujourd'hui avec Serena Obadia qui nous a contactés, c'était une très bonne idée, afin de parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Et donc avec Serena, on va parler de son parcours et puis surtout de ce que c'est qu'être une femme en pâtisserie. Du coup, bonjour Serena. Bonjour Clémence et Vincent. Est-ce que tu veux bien commencer par nous expliquer un peu ton parcours et quel âge t'as, qui tu es ? Bien sûr. Alors j'ai 26 ans. J'ai commencé avec un baccalauréat économique et social. Ensuite, j'ai eu une année sabbatique que j'ai prise pour moi pour réfléchir à mes études. Et à 19 ans, j'ai commencé l'apprentissage. J'ai fait 5 CAP, pâtissier, boulanger, chocolatier, glacier et une mention complémentaire. Ensuite, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Donc, j'ai récupéré un poste de chef pâtissière boulangère à Chicago. Et ensuite, je suis rentrée pour me mettre en indépendante. Donc, voilà. D'accord, donc 5 CAP, Ouais. donc 5 ans d'études. Voilà, 5 ans d'apprentissage, exactement. Incroyable. Quand tu dis 5 CAP ou tu mélanges CAP et mention complémentaire ? Mention, ouais, je mélange, Ok. je mélange les deux. Parce que je vais dire 5 CAP, j'en ai même pas 50. Et du coup, dès le début, c'était une volonté d'avoir une formation la plus complète possible ? Pas du tout. Au début, je voulais juste faire un CAP pâtissier. Et puis, en fait, on se dit qu'en un an, on n'en apprend pas assez. Je voulais approfondir mes connaissances dans le monde du sucré. Donc, je suis allée vers le chocolat, la glace, le pain, parce que ça va ensemble avec la viennoiserie. Et la mention complémentaire pour compléter déjà. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y en avait pas assez. Non, mais c'est bien. Au moins, tu as une palette vachement complète. Oui. Et en effet, c'est vrai que quand tu dis 1 an, c'est court. C'est vrai qu'en 1 an, tu peux pas découvrir toute la palette que la pâtisserie propose. C'est ça. Et alors là, ce qui un peu sonne original dès le début, c'est cette volonté d'être en indépendante. Et on va se demander pourquoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à être en indépendante directement après finalement ta formation ? En fait, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que je me retrouvais pas forcément dans la formation d'équipe ou dans le management, que j'étais pas forcément écoutée, que moi-même j'arrivais pas à faire entendre ma voix, ou en tout cas avoir le courage aussi de le dire. Donc j'aimais énormément mon métier, donc c'était soit me mettre en indépendante, soit totalement arrêter en fait, parce que j'ai été un petit peu, on va dire, fatiguée par plein de choses, et j'ai trouvé cette solution-là via une autre amie qui m'en avait parlé. Je me suis lancée, et depuis j'ai jamais été aussi libre et aussi indépendante, autant dans la parole que dans le travail. Donc voilà.
Et du coup, quand tu évoques ces choses dont tu étais fatiguée, ces choses, elles étaient dues au fait que tu étais une femme, tu penses ? Je pense que ça a ouvert beaucoup de portes, en tout cas, que ça a été la première porte et qu'il y a eu d'autres choses, voilà, mais je pense qu'on s'est permis d'aller aussi loin parce que j'étais une femme, en effet. Bon, alors là, ça y est, c'est le moment où il va falloir que tu nous racontes un peu plus en détail parce que nous, on a eu, on a eu quelques détails avant, puisqu'on a préparé cette rencontre, mais en fait, je pense que quand on n'est pas du milieu, ou même quand on n'est pas une femme, on se rend pas compte de ce que les femmes peuvent subir ou avoir à endurer, ou du moins de la place particulière qu'elles occupent en pâtisserie. Du coup, que s'est-il passé pour toi ? Alors moi, dès ma première année, j'ai commencé mon apprentissage dans une petite boutique de quartier, donc je pense que c'est ce qu'on vit tous à peu près, quand on commence en tout cas. Et le choc a été tout de suite brutal, dans les mots surtout. Alors ça n'a jamais été jusqu'à me frapper évidemment, mais faut dire que j'étais donc une jeune femme de 19 ans sans expérience professionnelle. Et on m'avait toujours dit que c'était assez militaire, donc du coup, le statut d'apprenti, on n'avait pas forcément le droit de révoquer la parole du chef. Et la limite qui a été difficile la première année, c'était justement de tout laisser passer parce que on me faisait des réflexions à la fois professionnelles et personnelles. Donc je savais pas vraiment quand est-ce que je devais vraiment parler. Ouais, t'avais du mal à dissocier les deux, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui était dans le cadre du travail, qui pouvait être acceptable, et je mets des très gros guillemets là-dessus, ou qu'est-ce qui vraiment dépassait les bornes, quoi. C'est ça. Ce qui arrive assez communément, malheureusement. Voilà, c'est ça. Donc la première année, j'étais vraiment sous le choc et on peut dire soumise parce que je ne disais rien. J'allais pleurer dans les toilettes quasiment tous les jours. On me donnait à laver les toilettes pour m'apprendre la vie. Comme j'étais une femme, il fallait me donner les choses les plus dégueulasses à nettoyer pour faire mes preuves, en fait, pour voir si j'avais le cœur bien accroché, que j'étais bien faite pour le travail. Donc tout ça, je l'ai subi et je n'avais aucun support dans l'entreprise. Enfin, il n'y avait personne pour m'aider ou voilà. C'est-à-dire que ça a été fait devant tout le monde. Est-ce que tu étais la seule femme dans la brigade déjà ? On était 2 femmes apprenties, mais l'autre était beaucoup plus jeune. Elle avait 15 ans. Et je pense qu'on se permettait plus de choses parce que j'étais majeure. Ah Voilà, parce qu'il y avait moins les parents derrière. Il y avait forcément, puisque j'étais à ma propre responsabilité, quoi. Et du coup, là, tu parles du chef qui était horrible, mais est-ce que, outre le chef, les autres personnes de l'équipe, les autres commis qui étaient avec toi, ils se permettaient aussi des choses ou juste ils laissaient passer ce que faisait le chef ? Est-ce qu'ils cautionnaient ou juste ils fermaient les yeux un peu ? Il laissait passer pour une question de hiérarchie. De toute façon, c'est toujours ça. Si le chef dit quelque chose, de toute façon, il ne faut pas le remettre en question. Donc après, en privé, on pouvait me dire je te soutiens, ça se fait pas, etc. Mais personne n'a pris ma défense, ça c'est sûr. Ouais. D'accord. Et donc, une première question qu'on peut se poser dans ces cas-là, c'est à qui s'adresser ? Est-ce que tu as essayé de trouver une oreille auprès de l'école, par exemple ? C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée donc dans mon école de cette époque. Je suis allée m'adresser directement au directeur. Et à ce moment-là, en fait, donc j'ai dit que j'étais harcelée, moralement, des fois même sexuellement avec des propos. Et la réponse du directeur a été de dire que si on devait commencer à défendre chaque apprenti, les entreprises ne voudront plus envoyer les apprentis aux écoles, donc ils perdraient tout leur contrat, quoi. Donc j'étais totalement seule dans ce problème-là. Et est-ce que, parce que du coup c'était ta première expérience dans le milieu de la pâtisserie, alors j'ai l'impression que vu que tu en as parlé, tu t'es quand même rendu compte que c'était pas normal, mais est-ce que tu t'es à un moment dit ok, donc le milieu c'est comme ça, faut que je m'y fasse, ou vraiment tu t'es dit direct, enfin non, ça devrait pas se passer comme ça, quoi. Au début, alors le point de départ a été donc le choc. Je me suis dit que c'était que la seule façon en fait de m'intégrer à une entreprise, c'était de devenir comme eux. Donc ça a été le deuxième processus de mon apprentissage au fur et à mesure des années, surtout quand j'ai fait de la boulangerie par exemple, où je me suis vraiment sentie à l'écart de l'équipe parce que j'étais pas dans les blagues un petit peu salaces, etc. Et ça me faisait souffrir. Est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 exemples de blagues ? Oui, bien sûr. Pour se rendre compte. Non, mais parce que c'est vrai, c'est important, je pense. Oui, c'est vrai. Parce qu'on adore l'humour.
En boulangerie, on se baisse beaucoup dans le pétrin et dès qu'on se baisse, te penche pas trop comme ça. C'est comme ça que ma femme a eu des enfants. Ou voilà, est-ce que tu peux me montrer tes seins Voilà, c'est... Très drôle comme blague. Alors, c'est à mon tour de partager. Moi, j'ai également eu le droit, en me baissant, à pile à la bonne hauteur. Voilà, ça, je pense qu'on a tous eu les mêmes classiques. On a vraiment... Puis c'est de l'humour lourd. Très, très lourd, voilà. Et mais le processus de ça a été qu'en fait, j'ai eu le même humour qu'eux et j'ai eu des propos sexistes. Et pour m'intégrer, parce que ça me faisait vraiment souffrir, hein, dans une équipe de 14 mecs, on est la seule femme, et à un moment donné, on a envie de rigoler avec eux, on a envie voilà, d'être intégré, etc. Donc je me suis masculinisée, en fait. Ouais, donc il y a quand même un moment où t'as quand même une période où tu t'es dit ok, ça se passe comme ça, faut que je me formate à ça et faut que j'aille dans le même sens, quoi. Ce sont les règles du jeu. Exactement, c'est ça. Non, c'est ça, c'est les règles du jeu et on a l'impression... Puis on nous dit qu'il faut être comme ça, on nous dit que c'est la seule condition pour être comme ça et que les choses ne changeront pas. Et puis aussi, peut-être que dans le métier, en fait, les gens ne se rendent pas compte du problème. Donc, quand il n'y a pas de problème, on ne peut pas penser à une solution. Donc, c'est très compliqué. Donc, la seule solution pour moi à ce moment-là était de rentrer dans le moule, quoi, vraiment. Et du coup, tu nous as dit que pour tes formations, donc tu as fait des CAP, tu as fait tout ce qu'offrait la pâtisserie, donc chocolaterie, boulangerie, donc pâtisserie. Est-ce que, du coup, j'imagine que tu as fait 3 entreprises différentes pour faire de la chocolaterie. Est-ce que dans ces 3 milieux, du coup, c'était la même chose ou est-ce que tu as pu observer que, je sais pas, peut-être en chocolaterie, c'était moindre ou non, il n'y a aucune différence, c'est partout pareil? Alors, c'est pas... Là où j'ai vu une différence, c'est pas du tout dans les corps de métier, ça a été dans la taille de l'entreprise, s'il y a un syndicat ou pas. Voilà. Donc, quand c'est des toutes petites boîtes, le problème, c'est qu'en général, ça va très vite, c'est une entreprise familiale, donc en fait, tout se fait en un bloc. Alors que dans les grandes entreprises, il y a quand même une RH, voilà. On peut discuter et puis les choses, dès l'entretien, sont mises au clair et je me suis sentie beaucoup plus entourée dans les grandes entreprises. Donc, c'est pas vraiment le métier chocolatier ou quoi que ce soit, c'est plus la taille de l'entreprise. La structure de l'entreprise où t'es. C'est ça. Ok. Ce qui est... Oh non, j'ai même pas envie de dire rassurant, mais... d'un côté, si, parce que quand c'est structuré, c'est moindre, mais dans ce cas-là, c'est impossible de structurer autant d'avoir un syndicat pour une toute petite entreprise. En fait, et c'est ça qui est... Malheureusement, c'est les majoritaires. Elles sont majoritaires. C'est ça le problème. Il y a des garde-fous, en fait, dans la grande entreprise. Oui. Du coup, tu nous disais, première étape, le choc. Deuxième étape, adaptation, masculinisation. Et ensuite, prise de conscience. Donc, j'ai vraiment essayé de m'éveiller en fait au féminisme par moi-même, donc en suivant des comptes Instagram, en lisant des articles, voilà, enfin vraiment de moi-même. Et c'est en lisant que je me suis rendu compte que c'était pas normal ce que je vivais. Est-ce que tu aurais 1 ou 2 comptes Instagram à nous conseiller ? Le grand classique pour moi, c'est Je m'emballe clito parce que c'est une nana qui a fait de la cuisine. Donc je crois que c'est l'un des premiers posts qui m'a interpellée parce qu'elle disait clairement ce qu'il fallait. Je dis non chef, sinon tu... Oui, je l'ai découvert. Alors ça, c'est extraordinaire parce que ça touche vraiment le corps du métier. Il y a aussi Noémie Delattre qui est une comédienne en fait. Elle a un compte Instagram où elle fait beaucoup de publications. D'ailleurs, elle a une pièce de théâtre féministe. Et ça aussi, ça m'a fait prendre conscience sur déjà l'aspect de la femme physique, parce qu'au final, on est jugé aussi que sur l'aspect. Et donc tout ça m'a éveillée. Je me suis rendu compte que c'était pas normal. Donc j'ai commencé à parler dans les entreprises et là à élever ma voix. D'accord. Et ça ne fonctionnait pas. Mais ce qui est vachement bien dans ce que tu dis, c'est que tu t'es éveillée également pas que grâce à des gens du milieu, mais juste grâce à des femmes en fait. Parce que c'est vrai que c'est un problème qui n'existe pas que dans la pâtisserie. C'est exactement ça, voilà. C'est qu'on peut décliner le problème sur plusieurs corps de métier, je pense. Et t'as mis combien de temps avant d'avoir cet éveil ? En termes d'années, ça t'a pris combien de temps à peu près ? Ça m'a pris, honnêtement, jusqu'à la fin de mon apprentissage. C'est quand j'ai fini mon apprentissage et que je suis allée à Chicago, où le management était complètement différent. Où là, la femme, c'était un rôle, mais complètement à part. Hein. Là, j'étais respectée, j'ai eu aucune blague sexuelle, ce qui peut être surprenant, vu les États-Unis. Mais en tout cas, il y a un énorme respect. Et le management, là-bas, de toute façon, est différent, puisqu'il n'y a pas de contrat. Donc, si ça va pas, on peut partir dans la journée. Donc, les patrons ont plus envie que de garder leurs employés. En tout cas, il y a moins ce truc
d'être enfermé ou C'est un peu dans les deux sens, non? Si ça va pas, tu peux partir. oui, si oui, ça va pas, c'est vrai. C'est pas faux, c'est vrai. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, on n'est pas obligé de travailler comme ça. On n'est pas obligé, on n'est pas obligé d'avoir un management comme ça. Et c'est du coup en rentrant où là, je me suis dit, non, maintenant ça y est, j'arrête, je vais commencer à parler. Et j'ai été dans une entreprise pendant 3 mois pour un CDD en rentrant de Chicago. Et là, ça a été pareil, un peu compliqué au niveau du sexisme. Et là, j'ai dit stop et je suis devenue indépendante complètement. Ça n'a pas changé les problèmes, attention. Mais en tout cas, j'ai pu avoir une voix. Ouais, c'est-à-dire que pour toi, c'était la seule condition de rester dans le milieu, c'était de plus vivre ça et du coup d'être indépendante. Attention, je le vis encore. Ça n'a pas changé ce que je vis. Par contre, je ne laisse plus rien passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai la liberté. Je peux donner un exemple. J'étais en mission, donc seulement une journée dans un restaurant d'entreprise. Pendant un service, on m'a mis une main aux fesses. À ce moment-là, j'ai crié tout ce qu'on veut. Et puis, je suis allée voir la directrice et je lui ai dit, je m'en vais, je veux être payée jusqu'à la fin de ma journée. Si vous voulez pas avoir plus d'ennuis, vous me payez, etc. Et je pars. Je veux plus rien savoir de cette entreprise. Et elle a été très compréhensive, elle a compris, on m'a laissé partir, j'ai été payée. Chose que je n'arrivais pas à faire en CDI. Parce qu'on sait qu'on revient le lendemain. On sait qu'on va revoir notre équipe le lendemain matin. Donc il y a une espèce d'effet de groupe aussi dans le sexisme. Ça veut dire que j'ai remarqué qu'avec les hommes, quand on est face à face à un homme, souvent ils sont assez respectueux. Mais comme il y a l'effet de groupe, donc il y a plusieurs hommes, d'un coup il faut montrer la force, le caractère au milieu d'une équipe. Et ça a un poids parce que du coup les gens regardent, les gens cautionnent, et nous on se retrouve extrêmement seuls face à ce problème-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'effet de groupe. Le fait que y en a un qui fait une blague et ensuite tout le monde rigole et toi tu te retrouves... En gros, il y a 2 options. Tu rigoles et tu cautionnes et donc tu t'intègres, ou alors tu ne rigoles pas et donc tu es frigide, pas drôle, et oh ça va, souris un peu, c'est de l'humour. Donc ma question maintenant c'est... Avec ton recul et ta prise de conscience, quel conseil est-ce que tu donnerais à Serena plus jeune quand elle s'est fait harceler la première année ou la deuxième année quand pour s'intégrer elle s'est un peu masculinisée? Alors ce que je dirais, c'est qu'il faut pas s'oublier soi-même. Il faut se respecter soi-même. Voilà, pas aller à l'encontre de qui on est, donc aller se transformer et créer une nouvelle personnalité pour entrer dans un moule. Et je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est avoir libéré ma parole dès la première année. J'ai eu peur parce que c'était un petit milieu justement de me griller dès le départ, et j'aurais pas dû en fait. J'aurais pas dû parce que ça m'a vraiment moralement ça a été très très dur. Ça a été vraiment très très dur. Et c'est moi, et j'imagine qu'il y a des femmes qui ont arrêté totalement. Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, de m'accrocher pour X raisons, peu importe. Et c'est vrai que j'aurais voulu dire à cette Serena-là, vas-y, quoi, dis-leur que ça va pas, dis-leur que ça se fait pas, qu'il faut te respecter, etc. Parce que ça va au-delà des mots, c'est que c'est très violent. Surtout quand on est jeune et que c'est notre premier travail, quoi. C'est un apprentissage vraiment compliqué. Et donc, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ? Parce que déjà, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un problème. Donc voilà, parce que je pense que tout le monde pense que c'est que de l'humour et que du coup, ça ne vaut pas le coup d'être en parlé. Et on n'en parle pas aussi parce qu'on a peur de se griller dans le métier. On a peur que ça nous suive toute notre vie. On a peur d'être cataloguée féministe, parce que ça, moi, une fois que j'ai commencé à me libérer, maintenant, je suis cataloguée féministe. J'en suis fière. Mais peut-être que d'autres femmes n'ont pas envie qu'à chaque fois qu'on les voit rentrer, c'est la chiante, c'est la casse-couille, c'est la féministe. Parce que oui, une fois qu'on commence à parler, on rentre dans une case. Il faut aussi l'assumer. Donc c'est vrai que j'ai envie de dire aux jeunes générations qu'il faut pas avoir peur. Je crois que c'est vraiment le mot. Il faut pas avoir peur, il faut être fier. Être fier d'être une femme dans un métier d'homme, être fier d'en arriver jusque-là. Oui, parce que du coup, là, comme tu l'as dit, je pense que le problème, la solution plutôt, c'est les jeunes générations qui vont la porter, quoi. Il y a malheureusement plus grand-chose à faire pour ceux qui sont déjà établis depuis des années. C'est vraiment la jeune génération qui va inculquer une autre mentalité.
Voilà, c'est ça. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que l'apprentissage, entre guillemets, fonctionne. Moi, il a fonctionné pour moi parce qu'on peut se dire, mais elle a réussi, elle est arrivée là où elle en est. Donc, au final, c'est que le système fonctionne. C'est vrai que j'ai acquis beaucoup de discipline parce que c'est un peu comme à l'armée. Et donc, on peut se dire, oui, mais bon, il y a des MOF, on est quand même un patrimoine de l'UNESCO. Donc, il faut garder tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'il faut dire qu'on peut garder nos valeurs, on peut garder tout le métier de l'artisanat français, tout en inculquant d'autres perspectives envers les femmes. Peut-être un peu plus de respect, ou du moins inventer une place, parce que généralement, c'est vrai que une femme en pâtisserie aura tendance à, pour prouver sa place, vouloir en faire 2 fois plus, quitte à se faire mal au dos, porter des charges lourdes, montrer que elle peut également. Moi, je voulais juste qu'on revienne sur un point et qu'on précise un peu pour ceux qui nous suivent et qui sont pas forcément du milieu de la pâtisserie. Tu as dit plusieurs fois, c'est comme à l'armée. En fait, il y a une hiérarchie très forte. On doit appeler le chef, on doit dire oui chef. Quoi d'autre, On doit jamais remettre en question la parole, ni le travail qu'on est en train de faire. Ça veut dire que si notre travail de la journée, c'est faire des sandwichs, on doit faire les sandwichs. Voilà. Et pour tout ce que tu disais sur le poids, enfin, tout ce qui est physique, et ça c'est vrai, si on doit porter une cuve en tant que femme, il faut le faire, quoi. Il y a pas, moi je me souviens très bien qu'on m'avait dit, porte le sac de 25 kilos de farine en montant des escaliers. Je dis non, parce que je peux le faire, mais j'ai pas envie de me bousiller la santé. Je suis sur du long terme, en tout cas dans mon métier. Donc, et il m'a dit, mais alors dans ce cas-là, arrête le métier. T'es pas capable de porter un sac de farine de 25 kilos. Je dis, je suis capable. Est-ce que j'ai envie de me bousiller la santé pour vous ? Non. Ça, donc c'est bien le problème aussi. Mais ça, donc, c'est un problème qui vaut aussi pour les hommes. Cette hiérarchie, ce côté, il faut faire ça dès le début. Pas du bizutage, mais presque au début quand on commence. Et ça, il faut bien dire quand même que tout le monde est un peu à la même enseigne pour ça. Oui. Ah oui. Et puis même, donc homme comme femme, il y a certains chefs qui vont se dire, on va lui mettre une pression de fou, parce que c'est un milieu où de la pression existe. Mais pour voir s'il y tient. Voilà, pour voir s'il y tient, mais il y a 2 méthodes de ressentir la pression, quoi. Il y a ressentir la pression en étant acculé par toute une équipe, quelqu'un qui est sur son dos, et il y a avoir une pression parce que les quantités de travail sont grandes. C'est quand même 2 choses bien différentes. Bien sûr. Et puis je trouve qu'on s'adapte pas assez à la personne qu'on a en face de nous. Donc s'il y a des gens qui vont peut-être le recevoir et vont effectivement devenir extrêmement bons, et ça marche pour certains, c'est vrai. Je l'ai vu, et il y en a d'autres pour qui, comme moi, où ça m'a complètement, cassé. Ça m'a cassé dans mes ambitions, ça m'a cassé dans mes rêves, et heureusement, j'ai réussi à les récupérer au fil des années, mais vraiment, mes premières années, ça a été tous les jours un combat pour me dire... Lève-toi, vas-y, tu vas le faire. Mais aussi parce que j'ai eu des parents pour moi, j'ai eu des amis qui me soutenaient, mais quelqu'un qui est un peu seul dans ce milieu-là, je comprends qu'on lâche vite, quoi. On se sent extrêmement seul. Bon alors, quelle solution ? Maintenant qu'on a fait un constat un petit peu nuancé, je dirais, un peu ombragé de la situation, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Donc, tu as donné quelques conseils à Serena plus jeune ou à ceux qui débutent, c'est-à-dire exprimez-vous, non, c'est pas normal, il faut pas avoir peur, mais à quoi on pourrait penser de manière plus générale ? Moi, je pense qu'il faut revenir en fait directement à l'éducation. Donc, le premier travail se fait vers les nouvelles générations. Parce que je pense que les chefs qui sont déjà en place, je peux pas leur reprocher. C'est très compliqué pour un être humain déjà de base de changer après 20 ans. Mais je pense que si on revient vers la jeune génération, faire des interventions, faire peut-être un guide dans les écoles, dire qu'il y a un espace de parole, qu'il y a des gens qui sont là pour écouter, parce que ni dans les entreprises ni dans les écoles nous sommes entendus, et j'aimerais beaucoup, et c'est vraiment un projet qui va se faire, c'est d'intervenir du coup dans les écoles et déjà donner la possibilité de parler, juste ça, parce que nommer un problème, ça veut dire qu'il existe et donc on peut trouver une solution. Faut commencer par en parler. Déjà, le premier point, c'est la discussion. Donc, on peut se dire qu'on participe un tout petit peu avec cet épisode de podcast, même si c'est très modeste, mais au moins te donner la parole et puis parler de ça.
Toi, tu parles d'intervenir dans les écoles, donc c'est-à-dire peut-être témoigner et ouvrir cet espace de discussion ? Exactement, je veux témoigner et écouter. Parce que ce qui m'a manqué, c'est l'écoute. Voilà. Ça, c'est vraiment ce qui m'a manqué durant tout mon apprentissage, c'est tout simplement l'écoute. Parce qu'on est comme vu, justement, comme des soldats sans âme, on va dire, voilà, où il faut juste supporter, il faut encaisser, mais on n'a aucune, on n'a pas le droit d'être énervé, on n'a pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'en avoir marre, on n'a pas le droit de pleurer. Ça, je m'en souviens très bien, parce que pour se cacher, pour pleurer aux toilettes, voilà, donc j'ai vraiment envie de donner une oreille. Je crois que ça c'est le point le plus important. Je pense que oui, en effet, être écouté, c'est quand même quelque chose de très important. Et je pense qu'on a un peu tendance à l'oublier, oui. Que écouter les gens, c'est très important. Oui. Sensibiliser... Donc voilà. Merci. Ok, génial. Eh bien, sur notre site l'enversdudessert.com, on a justement Monsieur Lesba, notre professeur à Ferrandi, qui nous aura écrit, et ce sera sorti au moment où cet épisode sortira, un article sur sa vision de l'apprentissage et comment en fait on pourrait l'adapter en le faisant déjà sur 3 ans pour avoir une première année un peu approche et découverte du milieu, découverte des horaires, découverte de la hiérarchie, voir si ça nous convient. Une redéfinition également du statut de l'apprenti, donc ça justement, ça pourrait être un premier pas. Et puis après, on va te suivre de très près pour ce projet d'aller témoigner et écouter dans les écoles, voir comment ça peut se mettre en place, peut-être des formations. Tu parlais d'un petit guide également ? Oui, c'est ça, exactement. Je voudrais faire un guide explicatif déjà pour se rendre compte de ce qui se passe, parce qu'il faut commencer par là. Peut-être que des petites 14 ans sont extrêmement sexistes sans s'en rendre compte, parce que c'est vraiment dans notre langage commun pour plein de petites choses. Et donc voilà, c'est de montrer un peu que ça existe, qu'on peut en parler, libérer la parole, libérer les femmes. Oui, et puis je tiens juste à dire aussi, nommer les situations, les identifier, parce que j'ai remarqué en parlant avec mes amies pâtissières qu'on avait plus ou moins toutes vécu la même chose. Oui. Enfin, pas exactement, mais il y avait des situations qui se répétaient et que du coup, si on peut déjà identifier les situations et dresser une typologie des situations, alors on pourra peut-être plus se dire là c'est limite. Oui, mais en plus la limite est vraiment très compliquée à déterminer, parce que on a tendance dans les réflexions, je vais donner un exemple concret. Un jour, j'étais à un poste où je travaillais seule, et là on me dit j'ai peut-être fait quelque chose de mal sur mon travail. Donc la réflexion à la base était sur ce que j'étais en train de faire, mais ça a tourné à faut pas laisser une femme seule, ça va forcément faire une connerie. Donc on est entre j'ai mal fait mon travail, c'est un fait, c'est réel, on a le droit de me reprocher que j'ai mal fait mon travail. Par contre, la suite, ouais. Donc et c'est là où c'est compliqué de dire est-ce que je dois oui ou non dire non à mon chef. C'est très compliqué à ce moment-là, quand on mélange justement le rôle de la femme à la bêtise qu'on vient de faire. Est-ce que j'ai fait la bêtise parce que je suis une femme ou juste parce que j'ai fait une bêtise? Ouais, ça... C'est un peu... je sais pas quoi dire. Non, mais c'est bien, c'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple, et justement, ce serait à ça que ça servirait, peut-être ce petit guide d'identifier les situations. Et merci beaucoup, Serena. Merci à vous. Oui, merci, t'as fait un très joli tour, ton témoignage, c'était très intéressant. Et on parlait d'écoute, on espère que les gens qui vont nous écouter vont peut-être prendre conscience de ce qui se passe et que ce n'est pas normal et que ça ne devrait pas se passer comme ça. En fait, on peut pas vraiment généraliser, ça se passe pas comme ça partout, et puis ça dépend des personnes et des ressentis, mais en tout cas ça existe. Tu l'as vécu, d'autres l'ont vécu, pas la même chose, pas au même endroit, mais c'est un des nombreux sujets ou des nombreux vécus qu'il peut y avoir en pâtisserie. Donc, merci à vous d'avoir donné la parole. Et la suite sur notre site. Eh bien, nous revoilà après avoir entendu du coup le témoignage de Serena. Nous sommes maintenant avec Estérelle Payani, qui est une journaliste que vous avez peut-être déjà entendue à la radio, sur France Inter par exemple, ou alors déjà lu certaines de ses rubriques, qui va nous donner un peu son retour d'expérience et ce qu'elle connaît un peu du milieu pour rester sur ce sujet
qui est un peu d'actualité en ce moment en plus, depuis un moment d'ailleurs. Et c'est tant mieux. Bonjour Estérelle. Bonjour Clémence, bonjour Vincent. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, nous, on avait pensé à vous pour de multiples raisons, notamment parce qu'on a l'habitude, évidemment, comme disait Vince, de lire vos chroniques, mais aussi parce que, par exemple, en 2019, vous avez sorti un ouvrage consacré aux chefs FES qui font la gastronomie, et cette volonté de mettre en lumière les femmes en cuisine de manière professionnelle nous a interpellés, entre autres. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous savez du milieu et des petits dysfonctionnements sexistes qui peuvent y intervenir ? C'est plus que des petits dysfonctionnements sexistes, je crois qu'on peut dire. On a un vrai problème de système patriarcal qui constitue le cœur même de la gastronomie française. En fait, quand on a écrit le livre avec Vérane Frediani, en fait, l'histoire du départ de l'ouvrage, il y a une réalisatrice de documentaire que vous connaissez peut-être, qui a écrit À la recherche des femmes chefs, c'est Vérane Frediani, que j'ai eu la chance de rencontrer, et avec laquelle on partageait le même ras-le-bol du manque de visibilité. On avait eu du manque de visibilité des femmes chefs. En fait, on a constaté la même chose, c'est que quand on a débarqué dans le métier, on se disait, tiens, on voit toujours des chefs, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Et puis moi, en tant que critique gastronomique, je travaille pour Télérama Sortir, je suis pigiste, je m'occupe chaque semaine de conseiller des restaurants à nos lecteurs. Plus j'allais au resto, plus je voyais qu'il y avait des femmes, en fait, dans les cuisines. Et je me disais, c'est bizarre, c'est jamais celle-là qu'on voit sur les photos, dans les interviews. Plus j'y vais, plus j'en vois, et paradoxalement, moins elles sont présentes dans les médias. Est-ce que le problème ne serait pas un problème de représentation ? Là est la nuance, en fait. Il y a ce que vous voyez dans le monde et ce que vous donnez à voir au monde. Et c'est là que notre travail est intervenu. On s'est dit, au lieu de protester tout le temps, de dire l'histoire du guide, vraiment l'origine du guide, ça a été au moment de la remise du Michelin. On a encore constaté qu'il y avait très peu de femmes chefs sur scène et que le pire de tout, c'est qu'elles étaient invisibilisées. Ça, c'est vraiment fondamental dans la vision des femmes du secteur de la restauration. Les femmes chefs qui avaient eu une étoile cette année-là, plusieurs étaient en couple avec un cuisinier. C'était des copropriétaires de restaurants. Ils cuisinaient ensemble. Et c'était pas une pâtissière et un cuisinier. Vous savez bien que le Michelin ne met pas en avant les pâtissiers. Donc souvent, on a eu cette excuse pour nous dire, mais non, c'est pas une chef qui a eu le prix parce que tu comprends, ce n'est que la pâtissière du restaurant. Ça, c'est très important dans votre secteur. Et là, en général, c'était des personnes qui cuisinaient à quatre mains. Donc l'excuse habituelle, elle tenait pas. Eh bien, ces femmes-là, leur nom n'était pas mentionné sur le communiqué de presse du Michelin. Vous vous rendez compte ? Elles étaient là, elles l'avaient et tout, mais le Michelin disait « Ah ben non, on les a pas, où est le problème ?» Je dis « Mais c'est pas possible, c'est tellement gros, c'est inconscient à ce niveau-là. » Et c'est là que moi, je me suis vraiment dit « Ok, j'ai pas rêvé. Non seulement elles sont là, mais en plus, quand elles y sont, on ne veut pas les voir. » C'est donc qu'on a un problème avec c'est quoi un chef ? C'est que, effectivement, le stéréotype du grand chef avec une toque blanche, du grand chef blanc avec une toque blanche, en fait, ça ne concerne qu'une petite partie des gens de la restauration. Il y a tout le reste autour qu'on ne veut pas voir. Oui, tout à fait. Donc, cet imaginaire du chef, dès qu'on cherche à sortir de là, je peux passer ma vie à le démolir, à le critiquer, à dire que c'est très mal. Ok, d'accord. On peut aussi choisir d'agir autrement en disant, tiens, si on s'intéressait à tout ce qui est autre, justement, pour les valoriser, et leur montrer qu'elles aussi, elles sont des chefs, et attirer l'attention du public et des médias sur elles. Parce qu'après, de la part de mes confrères, quand on a sorti ce guide, moi, j'en avais marre de lire des articles où, sur 5 chefs interviewés, il y avait 5 mecs. Et le gars me disait « Oh, mais j'en ai pas trouvé. Tu n'aurais pas des noms à me recommander ?» Eh bien, si, je te recommande ce petit guide très efficace. Tu vas pouvoir aller feuilleter. Ouais. Donc en fait, prendre le parti pris plutôt que de descendre, plutôt de valoriser et de mettre en avant les chefs qui ont un talent égal aux hommes, quoi. En fait, c'est une histoire d'énergie. On peut se dire, je peux passer mon énergie à démolir un stéréotype, ok, on est nombreux à le vouloir, et à reconnaître ses parité, et pour pousser à faire évoluer l'image de ce stéréotype, mettre autre chose en face. Mais on a besoin des deux énergies, quand même. Oui, d'ailleurs, à propos d'énergie, c'est également plus d'énergie d'aller chercher des noms de femmes chefs et de travailler sur leur légitimité
Parce que c'est comme si elles devaient prouver 2 fois plus qu'elles sont légitimes. Alors évidemment, nous on connaît pas très bien on n'est pas passé par des laboratoires de cuisine, mais pour la pâtisserie, c'est vraiment quand on est une femme, il faut porter 2 fois plus lourd, travailler 2 fois plus dur pour prouver que nous on a aussi notre place là et qu'il n'y a pas besoin de nous porter le sac de sucre. Ça doit être un peu pareil. Dans toutes les interviews qu'on a eues, tous les échanges qu'on a eus avec les chefs qui figurent dans le guide, énormément nous ont parlé de ce problème. Moi-même, j'ai passé un CAP de cuisine et je l'ai vu. En fait, je voulais pas qu'on m'aide à porter de la marmite. Je fais moins d'1m60, hein. Donc parfois c'est compliqué d'accéder au truc. Et je voulais pas. Et mon prof, ça l'embêtait un peu que je veuille pas à ce point. Et il me dit, t'as rien à prouver. Je lui dis, si, que j'ai pas besoin, que je suis un cuisinier comme les autres. Tu vas pas aider mon voisin. Donc et pour lui, il me disait, ça forçait le respect. Mais je lui dis, j'ai pas choisi ma taille, hein. Ouais. Et d'ailleurs, dans ce livre, est-ce qu'il y a des pâtissières aussi ? Alors non, on s'était posé la question, on a mis l'accent sur les chefs. Idéalement, on aurait évidemment souhaité faire autre chose sur toutes les chefs itinérantes, les pâtissières, les traiteurs. Car quand on commence à regarder quels postes occupent les femmes dans la gastronomie et la restauration, on se rend compte en effet qu'elles, beaucoup sont à leur compte. Ça pose des questions quand même. Souvent, elles choisissent d'avoir des business très jeunes. La réponse, elle est assez facile, hein, quand ça se passe pas bien dans un secteur avec votre hiérarchie qui a des harcèlements, des problèmes d'agression, des luttes, etc. On est mieux chez soi. Donc, ça pousse souvent les femmes à faire elles-mêmes ou à devenir chef itinérante. Vous avez bien vu le modèle de la chef itinérante qui s'est développé. Il y a beaucoup plus de femmes dans ce cas-là que d'hommes. Ça dit quelque chose du secteur quand même. On ne peut pas juste dire « Oh, c'est un drôle de hasard ». Non, quand le système ne vous convient pas, vous sortez du système. Vous cherchez à le casser, vous cherchez à exercer votre métier autrement. Il y a autre chose que le restaurant gastronomique pour s'exprimer. Oui, il y a des déductions à faire, comme quoi les hiérarchies est clairement pas positive sur la place des femmes dans la restauration, quoi. Mais la place des femmes ou la place des personnes de couleur ou la place des homosexuels, c'est quelque chose de très tabou en restauration aussi, tout ce qui est homophobie. Et que ce soit le racisme, l'homophobie, tout ce qui est différent, en fait, d'un homme blanc. Donc là, à partir de là, c'est très vaste. Ouais. Ça. Est-ce que vous avez des idées de comment ça pourrait s'améliorer dans les années à venir ? Est-ce qu'il faut dénoncer ? Est-ce qu'il faut reformer ? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des brigades 100% féminines ? Alors, il y a 2 questions, là. Ça va être... on va faire dans l'ordre. Moi, quand je visite un restaurant, ça me dit toujours quelque chose quand je regarde la brigade, si je ne vois que des hommes ou si je ne vois que des femmes. Ça dit quelque chose, en effet, forcément. Une brigade plus mixte, hein, ça me dit que c'est un endroit où c'est plus fluide, où ça se passe mieux. Après, pour avoir interviewé beaucoup de chefs, elles me disent qu'elles-mêmes reçoivent plus de CV de chefs au féminin ou de filles qui leur disent « j'ai tellement été emmerdée dans des brigades traditionnelles que je veux être sûre d'être tranquille ». Et qu'elles reçoivent 3 fois plus de CV de filles que d'hommes. Elles ont aussi des chefs masculins qui arrivent et qui disent « Oh là là, il y a que des meufs ici, ça va être compliqué pour moi ». Je vois un peu de tout. Après, dans les brigades, ça bouge vite aussi, hein, quand même. Oui. Ouais, je pense aussi à un chef comme Pascal Barbeau, où j'ai posé la question parce qu'il a une brigade qui est en général paritaire. Il me dit « Mais je fais pas exprès ». Il me dit « Ça s'équilibre naturellement, il y a que 6 ou 7 postes chez lui, c'est une toute petite brigade ». Il me dit « Parfois, il y a un garçon de plus, parfois, c'est une fille de plus, mais… » Il me dit, comme je regarde le talent des gens à niveau égal, ça s'équilibre tout seul. Pour moi, c'est un indicateur quand même, quand c'est que dans un sens ou dans l'autre. Donc souvent, je vais poser la question. C'est rarement une volonté délibérée, à ce que j'ai vu, mais du côté des hommes comme du côté des femmes. Hein. Mais ça souligne l'ampleur du problème. Après, sur les solutions possibles, il y a un texte de Dominique Crène qui avait donné une interview l'année dernière, qui était hyper intéressante. Qui, moi, m'a beaucoup touchée parce que, justement, elle disait sur quoi faut-il rebâtir la cuisine d'aujourd'hui pour que ça se passe mieux entre les genres, en termes de relations humaines, en termes d'échanges. Juste Dominique Crène, c'est une chef 3 étoiles qui était à San Francisco. Voilà. Tout à fait, c'est une chef d'origine bretonne, qui est de nationalité française, qui a été la première femme aux États-Unis à avoir 3 étoiles. Ouais. Elle a 2 restaurants. Elle est aussi réputée pour son management très inclusif. Il y a eu un chef stable qui lui est consacré, si vous voulez en savoir plus sur elle. Elle est plus connue à l'étranger qu'en France. C'est quelqu'un qui est très inspirant sur la voix des femmes dans la restauration, parce que justement, ce n'est pas que la voix des femmes, elle est aussi très impliquée dans la lutte LGBT.
Et donc, sur ces problématiques de cuisine, c'est quoi la cuisine de demain où les gens pourraient s'épanouir? Elle définit 5 étapes. Et dans la première, il y a reconnaître la charge du passé. C'est l'étape number 1, c'est déjà de dire qu'il y a un gros problème. On est en plein dedans avec les affaires de violence en cuisine et de harcèlement et de viol qui sont en train d'être exposées sur la place publique. Déjà, il y a quelques années, dire qu'on était harcelé, dire qu'on avait quitté une brigade, on vous empêchait de le dire. L'omerta est quelque chose d'énorme, puisque dans une brigade, si vous plaignez de quelque chose, on va vous dire « Ok, tu te barres, mais si tu cherches une place ailleurs en cuisine, on va pourrir ta réputation. Et tu trouveras plus de boulot dans une cuisine. » C'est pareil en pâtisserie. Hein. On dit cuisine. Moi, ce qui m'a frappé, c'est par exemple, des commerciales. Quand vous visitez un salon professionnel, vous voyez des commerciales qui vendent du chocolat, des fours. Vous voyez plein de produits destinés aux pros. Et beaucoup ont travaillé dans des cuisines. Des commerciaux? Oui, des commerciaux et des commerciales. Ou dans ces secteurs-là agroalimentaires, il y a énormément de reconvertis, de femmes qui bossaient dans la restauration, ou la salle, ou la pâtisserie. Moi, j'en ai croisé plusieurs. Et ça m'a posé question aussi. Parce que... où elles avaient été dégoûtées, elles quittaient le secteur, où justement elles avaient parlé, on leur avait pourri la réputation, elles avaient pu retrouver, et puis ça leur avait fait passer l'envie. Quand une fille de 25 ans quitte le secteur de la restauration, là, c'est la question à se poser. C'est une question qu'on ne se pose pas, ce trou de « Oh, il y a tellement de diplômés, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas beaucoup dans le Michelin ?» C'est là que les bactéries s'accumulent, c'est là qu'il faut chercher les problèmes. C'est là. Déjà dire ça, donc Dominique Rennes l'exposait très très bien, la première partie de la résolution, c'est en parler. Après, il y a la résolution des problèmes. Il y a 2 choses. Il y a évidemment une phase juridique pour certains crimes et délits qui doivent passer par vraiment un tribunal. Après, je crois qu'il y a toute une phase aussi d'échange entre les victimes et les coupables, de demander des excuses, de demander un pardon public. Ça se fait. C'est quelque chose qui est une médiation. Il peut y avoir une médiation entre les victimes et les coupables. Ça passe pas forcément par les tribunaux pour certains cas, mais des excuses d'un mec qui vous a mis une main au cul, je crois que c'est important. Ouais. Déjà, reconnaître que ce qu'il a fait n'est pas normal. Ça a l'air bête, mais je crois qu'on n'en est même pas à dire ce genre de choses. Reconnaître que c'est là, demander pardon pour avancer. Évidemment que avant de vouloir résoudre le problème, il faut le nommer et admettre qu'il existe. C'est déjà... C'est ce qui se passe en ce moment avec des comptes comme Je dis non chef, par exemple. Le travail de Camille, il est exemplaire et il est hyper important parce qu'il permet justement, vu qu'il est anonyme et non genré, de centraliser les choses. On va bien se rendre compte à terme, comme ça, que le problème, il est général dans un système patriarcal, mais qu'il y a quand même des personnes qui concentrent peut-être des brigades plus nocives que d'autres. Je peux le dire. Donc, c'est difficile, vous voyez, de trouver les bons mots, en fait. Je cherche, je dis le mot nocif, mais je n'y suis pas. Le mieux, effectivement, c'est de laisser la parole aux victimes. Nous, notre boulot, finalement, c'est de s'excuser aussi d'avoir mis en avant des chefs dont on ne savait pas les comportements. Mais déjà, il y a toute une phase de 1, reconnaître, et 2, s'excuser. Il y a toute une phase de réparation ensuite pour reconstruire quelque chose. Et il y a aussi cette prise de conscience parce que donc dans la phase de reconnaître qu'il y a un problème, il y a aussi que certaines femmes qui vont parfois rentrer très jeunes dans le métier ne vont pas se rendre compte que c'est pas normal. Il y a aussi cette phase-là. Le patriarcat passe par une reproduction du schéma établi. On pense que le management dans une cuisine, c'est juste de pratiquer certaines choses qui sont liées à l'organisation. On a le même problème pour les systèmes militaires où il y a des femmes. Ce n'est pas dépendant d'un genre, ça va être dépendant d'un système. Ouais. Vous allez trouver des hommes qui n'ont pas du tout ce problème-là et des endroits où des chefs vont avoir des comportements répréhensibles en cuisine, ça existe. Il faut bien distinguer la notion de sexe et genre dans ces cas-là. Tout à fait. Moi, je voulais juste revenir sur... On a évoqué le travail de Camille de Je dis non chef, mais peut-être pour expliquer à ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas au courant, en fait, elle centralise des témoignages anonymes. Et là, en ce moment, ça prend vraiment une grande échelle. Et donc, elle donne aussi un petit guide, par exemple, pour porter plainte sans nécessairement avoir à passer par la police. Enfin, elle est la première à avoir... c'est pas la première, mais disons qu'elle a une très grande visibilité et c'est une des premières à avoir un peu éveillé les consciences en partageant des témoignages anonymes
et dans lesquelles les victimes se retrouvent. Et à partir de là, elles peuvent même s'appeler victimes parce qu'elles ne se rendaient pas forcément compte, comme disait Vincent, que c'était pas normal. Mais Camille a elle-même issue du secteur de la restauration, donc elle sait particulièrement bien ce dont elle parle. Oui, bah oui, Tout à fait. elle a vu ce qui se passait vraiment et elle s'est sentie impliquée, ce qui est plutôt une bonne chose, une belle démarche. Puis quand on rassemble les victimes, ça donne de la force pour porter plainte parce que c'est toujours tu es toute seule, tu es isolée. Ouais. Là, quand vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une fille qui en a été victime, une personne, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont concernés, mais 10 personnes dans la même brigade, ça incite quand même à porter plainte et à se dire on n'a pas envie qu'il y ait d'autres jeunes qui tombent là-dedans. Il y a ça aussi, la responsabilité très forte de reconnaissance, c'est de dire il faut mettre fin à ce système, il faut arrêter que l'impunité perdure. Et souvent, ça joue quand vous voyez le nombre de personnes qui sont tombées dans les mêmes filets. C'est ça, je crois, qui est vertigineux en restauration. C'est que quand on parle de système, il s'entretient malgré lui parce que la loi du silence fait que ça continue. Et du coup, pour briser cette loi du silence ou pour continuer à avancer et à nommer le problème, est-ce que vous pensez à d'autres ressources ? Il y a le texte de Dominique Crène que donc on partagera évidemment en description. On vient de parler du conte Jeudi non chef. Est-ce qu'il y a d'autres choses vers lesquelles vous pourriez rediriger ? Et évidemment, votre livre. Le livre, c'est avant tout une façon de commencer à dire il faut qu'on réfléchisse à l'image du chef, ce qu'on en a fait, à mettre autant de pression médiatique sur ces personnes-là qu'on starifie, et parler de cuisine plus que de gastronomie. Moi, j'ai fini par développer une vraie aversion pour le mot gastronomie, en disant moi, je suis venue dans ce secteur parce que j'aime foncièrement la cuisine et foncièrement les gens, pas pour servir un système de domination patriarcale. C'était pas ça du tout mon rêve quand j'ai voulu devenir journaliste dans ce secteur. Je pense que ce qui s'est passé avec le confinement, le fait que beaucoup de restos aient été, hélas, mis à mal, que le secteur va mal, ça va pas être étonnant que les histoires de harcèlement sortent maintenant, au moment où le système a déjà du plomb dans l'aile, parce que c'est une occasion de rebattre les cartes, de repenser à ce qu'on veut comme système alimentaire. Et le restaurant fait partie d'un système alimentaire. Est-ce que c'est encore le temps ? Est-ce que vous avez encore envie d'un restaurant où vous vous posez la question, est-ce qu'un commis a été tapé parce qu'il a oublié d'enlever une arête dans mon poisson, bordel ? Moi, le plat, il n'a plus le même goût dans ces cas-là. Je vais poser la question. Ouais, il y a de nombreuses choses à revoir clairement dans ce milieu. Qu'est-ce que le client est prêt à tolérer ? Quel est le prix pour cela ? Là aussi, le prix du zéro défaut, le prix de l'excellence. Mais il y a plein de gens qui font bien leur métier dans ce secteur-là, qu'on essaye de mettre en avant quand on arrive à avoir des certitudes sur qui essaye de bien travailler en interrogeant les gens. On essaye de les mettre en avant, mais c'est sûr que ça fait moins d'audience, c'est sûr que ça clique moins, c'est sûr que ça va moins plaire que certains chefs. L'expression que j'aime beaucoup, c'est « illustre inconnu ». Exact, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Voilà, c'est l'expression que j'aime beaucoup parce que c'est à nous de créer l'exposition médiatique. Ils la cherchent pas forcément. En général, les gens que vous interviewez, je pense, c'est pas ça qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent, c'est à faire leur métier avec sincérité. Moi, je dis que mon métier, c'est de servir d'éclairagiste. Je suis pas metteur en scène, je suis éclairagiste. C'est-à-dire, je vais poser un rayon de lumière sur quelqu'un qui bosse bien. C'est pas moi qui vais faire son talent. J'ai juste la petite baguette magique qui fait que il a un peu plus de reconnaissance, mais c'est pas la reconnaissance que je vais chercher, c'est qu'il y a un peu plus de gens qui cherchent des gens qui bossent bien ou à manger du bon pain, des bons gâteaux ou un restaurant sympa pour telle et telle spécialité. Bah, je sais qu'ils seront bien établis, bien heureux d'aller manger là ou qu'ils vont trouver ce qu'ils veulent à cet endroit-là. C'est une très jolie manière de le dire. C'est ce que j'allais dire, ouais. Éclairagiste, très très beau. Bah, c'est pas... On est là pour eux, le métier de journaliste, c'est ça. C'est pas de créer quelque chose qui n'existe pas. C'est l'inverse, c'est de valoriser ce qui est là. Bah, très très beau, je pense que c'est une bonne note de fin. Je ne sais pas si tu as encore une autre question. J'adore cette vision. Moi aussi, vraiment, je trouve que... Non, je sens qu'on pourrait parler pendant des heures, du coup... Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu au sujet, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est super complexe à expliquer en 5 minutes. Je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. On ne peut pas parler des femmes sans parler de la diversité, sans parler de l'homophobie. Ouais, non, c'est bien. C'est très important. C'est des sujets qu'on lit toujours avec Vérène parce qu'on nous met dans une case en disant « Ah, les féministes de service !» Et on dit toujours « Non. Notre problème, c'est l'inclusivité.
C'est quand même, on est très heureuse d'être féministe. C'est pas un gros mot, mais c'est aussi l'inclusivité. Parce qu'on s'en sert de cette étiquette en disant oui, mais vous pensez pas aux autres. Justement. Tout ce qui n'est pas, c'est pour ça qu'on le définit en disant tout ce qui n'est pas grand chef blanc, c'est beaucoup plus simple dans ces cas-là. On voit tout de suite ce dont on veut parler. Ouais, c'est vrai. Non, mais déjà, moi, j'en suis pas à rebâtir le système. J'en suis déjà à faire en sorte que les gens acceptent de le regarder comme il est sans le fantasmer. Et ça, vous êtes en plein dedans. Le titre, il est parfait là-dessus. Ouais, bah oui, c'était en grande partie l'idée. Merci. Donc merci beaucoup. Et voilà, je crois qu'on n'a pas grand-chose à ajouter puisque, comme vous l'aurez compris, l'écoute est primordiale. On vous mettra évidemment toutes les ressources et tous les comptes qui sont abordés dans cet épisode en description, que ce soit Instagram ou bien de l'épisode. Et puis, on vous laisse également nous retrouver sur notre compte Instagram, donc @l'envers-du-dessert, pour découvrir la recette du roulé cannelle que Serena nous a ramené des États-Unis. Et à propos d'Instagram, nos deux invités ont toutes les deux des comptes Instagram que vous pourrez retrouver en description. Et également, si le sujet vous parle, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Ça nous fera très plaisir, d'autant plus que c'est un sujet très important. Voilà, sinon, comme d'habitude, vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Sur Apple Podcast, nous mettre 5 petites étoiles ou un commentaire. Et sur notre site internet, l'enversdudessert.com, retrouvez tout un tas d'articles très intéressants. Et évidemment, on n'oublie pas de remercier 12 qui nous fait toujours les musiques et le mixage de tous nos épisodes. Sur ce, on vous dit à mercredi prochain.